Psychologie et psychopathologie du nourrisson et de l'enfant. Les différentes formes du développement du nourrisson. Il aura fallu des décennies pour qu'une compréhension et une formalisation du développement des compétences du nourrisson voient le jour et permettent d'appréhender l'enfant comme un acteur au sein de son environnement. Actuellement, ce domaine d'étude constitue l'un des champs d'investigation les plus prometteurs de la psychologie, où de nouvelles méthodologies produisent des découvertes inattendues et obligent à une reconsidération des informations jusqu'alors détenues. Nous exposerons ici le développement sensorimoteur, intellectuel et affectif du jeune enfant dans des conditions de normalité. Après un bref rappel de la théorie piagétienne et du développement sensorimoteur du nourrisson, nous nous intéresserons à la perspective développementale la plus récente, afin de préciser davantage les acquisitions des domaines intellectuels et affectifs. Le développement psychomoteur. L'évaluation des compétences du jeune enfant est restée longtemps presque exclusivement centrée sur l'évaluation du développement de ses aptitudes motrices. La précocité dans l'acquisition de la marche ou la dextérité dans la préhension des objets constituent encore aujourd'hui des références fortes dans la conception populaire d'un développement avancé. Différents aspects du développement psychomoteur de l'enfant méritent d'être exposés ici, en préambule à l'abord des compétences moins connues. La motricité. La motricité est un terme générique qui renvoie au tonus, à la posture et à l'activité cinétique d'un individu. Le développement et la coordination de ces trois données tiennent une place déterminante dans l'évolution des compétences d'un jeune enfant. Le tonus. Le tonus est un état permanent du muscle permettant à certaines parties du corps d'être immobiles pour servir de support aux autres parties en mouvement. Il constitue la toile de fond des activités motrices et posturales par son état de tension légère et de résistance à l'étirement, caractéristique des muscles du squelette. Le tonus musculaire constitue aussi la trame de tous les mouvements. Il les prépare, fixe l'attitude, sous-tend le geste et maintient l'équilibre ou la statique. On distingue le tonus de base, tonus habituel d'un individu au repos, le tonus d'action qui entre en jeu dans la réalisation d'une activité. Le tonus évolue au cours des premières années de la vie au fil de la maturation du système nerveux. Son évaluation chez le nourrisson permet d'apprécier l'âge de maturation. Son évaluation chez le nourrisson permet d'apprécier l'âge de maturation et constitue le principal indice pour la détection d'éventuelles anomalies. Donc je reprends les deux tonus, donc le tonus de base, tonus habituel d'un individu au repos, le tonus d'action qui entre en jeu dans la réalisation d'une activité. Le tonus évolue au cours des premières années de la vie au fil de la maturation du système nerveux. Son évaluation chez le nourrisson permet d'apprécier l'âge de maturation et constitue le principal indice pour la détection d'éventuelles anomalies. La posture. La posture correspond à la mise en forme du corps dans des attitudes permises par l'immobilisation de certains segments dans des positions déterminées. Elle dépend du tonus et se confond avec lui durant les premières semaines de la vie. En 1953, Geisel décrit l'évolution du développement posturomoteur selon deux lois. La loi céphalocodale, qui correspond à la loi de la progression du corps et indique que le contrôle moteur et postural se développe du haut vers le bas du corps.
Le maintien de la tête précède ainsi la station assise, qui précède elle-même la position debout. Et la loi proximo-distale, qui implique que le contrôle moteur et postural se fait de la partie la plus proche de l'axe du corps vers les parties les plus distales, c'est-à-dire toujours de l'axe corporel vers la périphérie. L'activité cinétique. L'activité cinétique correspond au mouvement, c'est-à-dire à tout acte coordonné, involontaire ou délibéré. L'activité cinétique est une composition complexe d'immobilisation ou de déplacement qui ne peut se développer qu'à partir d'une activité tonico-posturale de maintien. Donc l'activité cinétique est une composition complexe d'immobilisation ou de déplacement qui ne peut se développer qu'à partir d'une activité tonico-posturale de maintien. Les réflexes. Il existe dès la naissance un grand nombre de mouvements qui disparaîtront au cours des 3 premiers mois de la vie, appelés automatismes primaires ou réflexes archaïques. Ils constituent un indice de normalité neurologique, mais leur persistance serait pathologique. Certains réflexes n'ont pas de rôle déterminé dans le développement ultérieur, comme le réflexe de Moro, le réflexe de redressement, la marche automatique ou le grasping. Au contraire, d'autres s'intègrent et se transforment dans des formes de comportement plus complexes, comme le réflexe de fouissement, de succion, de déglutition ou le réflexe des points cardinaux. La préhension. La préhension est un acte complexe qui nécessite la maîtrise par l'enfant d'une coordination physio-manuelle et physio-motrice. La saisie implique ainsi 4 phases soumises à la coordination oculomotrice. L'orientation vers l'objet, le transport de la main, le réglage du mouvement en fonction de la distance et le freinage à l'approche de l'objet. Il existe différentes formes de saisie en fonction de la maturation des compétences de l'enfant. La saisie cubito-palmaire intervient entre 20 et 28 semaines. La saisie digito-palmaire se développe entre 28 et 32 semaines. Et la saisie radiodigitale apparaît vers 36 semaines. Voici différentes étapes de la coordination des mouvements chez le jeune enfant. Vers 3 à 4 mois, fin de l'indépendance qui existait entre les deux mains, laissant place à une coopération et une coordination entre les deux membres. Vers 5 mois, manifestation diffuse du tonus qui empêche l'enfant de prendre un objet différent dans chaque main. Vers 6 mois, dépassement du stade de compétition tonique, l'enfant peut passer l'objet d'une main à l'autre, et émergence de la latéralité. Donc vers 6 mois, dépassement du stade de compétition tonique et émergence de la latéralité. Vers 10 mois, l'enfant vide et remplit des contenants. Il peut appuyer sur des boutons. Vers 24 mois, l'enfant peut faire tourner des objets, positionner des cubes et les encastrer. Il monte et descend un escalier debout. Il saute et tape dans un ballon. Vers 3 ans, l'enfant peut faire du tricycle et s'habiller tout seul. La locomotion. L'acquisition de la locomotion s'effectue aussi par étapes, décomposées en 3 moments distincts. Le déplacement au sol, la marche bipède et la marche digigrade. Donc le déplacement au sol, vers 5 mois, la reptation, l'enfant rampe au sol en s'appuyant sur ses membres supérieurs.
Vers 8 à 9 mois, la propulsion. L'enfant marche à quatre pattes avec une action alternée des membres inférieurs et supérieurs. La marche bipède. Vers 8 à 9 mois, l'enfant se tient debout avec appui. Il peut avancer en se tenant un pied après l'autre. Vers 10 mois, l'enfant marche en étant tenu par les deux mains. Vers 12 mois, l'enfant marche tenu par une seule main. Ce sont les premiers pas indépendants. La marche digigrade. Vers 13 à 15 mois, l'enfant utilise le talon au lieu de la pointe des pieds dans sa marche. Vers 18 mois, marche aisée et bien rythmée sur une surface plane. Le langage. L'acquisition du langage s'organise autour de 4 périodes. La période prélinguistique. Elle concerne la première année de la vie de l'enfant. Sur le plan de la production, l'enfant évolue de son seul bagage de cris et de pleurs à la naissance, à des vocalisations et babillages qui se développent dès les premières semaines, lui permettant d'accroître la richesse de sa communication avec ses interlocuteurs. Dès 6 mois, les productions du bébé se rapprochent des sons de la langue maternelle et les vocalisations sont modulées en fonction des intonations et accentuations de la langue parlée par les adultes. Sur le plan de la compréhension, le nourrisson reconnaît et préfère très tôt la voix maternelle. Il devient progressivement capable de distinguer très précisément des sons proches comme da, pa et ba. Les énoncés à un seul mot. Ils concernent une période allant de 9 à 18 mois. Vers 9 mois, l'enfant prononce son premier mot, constitué de la répétition de 2 phonèmes, comme papa, tata ou maman. Ces énoncés sont appelés des mots-phrases, car ils permettent à l'enfant de se faire comprendre en employant un seul mot que l'adulte décode en fonction du contexte. Dans 70% des cas, les premiers mots sont des noms d'objets ou d'animaux, et les verbes ne sont utilisés que dans 13% des cas. Il faut que l'enfant atteigne 5 ans environ pour accéder à une complète maîtrise du système phonologique dans son intégralité. Les énoncés à 2 mots. Ils caractérisent une période allant de 18 à 24 mois. Leur emploi se traduit par l'apparition d'un style télégraphique au sein duquel l'enfant émet un maximum d'informations en 2 mots, en se dispensant des mots fonctionnels comme les articles, pronoms et prépositions. L'enfant devient capable de rendre compte d'un grand nombre de relations sémantiques comme la disparition, a pu bonbon, la localisation, doudou maison, la récurrence, encore dodo, ou la possession, gâteau à moi. Et enfin l'apparition de la phrase, dès 2 ans, la phrase apparaît et se développe. Une phrase comporte au moins un syntagme nominal et un syntagme verbal. Entre 2 et 4 ans, l'enfant utilise des énoncés impératifs différenciés par l'absence de sujet, des formes interrogatives marquées par l'utilisation du pronom en adverbe, à qui, et des négations dans la forme déclarative.